Allez, retour sur le plateau de la feuille de match. Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et Philippe Brio sont autour de moi ce soir. Je vous propose de poursuivre notre tour d'Europe. Direction l'Allemagne et la Bavière, en particulier pour ce match de Bundesliga entre le Bayern de Munich et l'Eintracht de Francfort. Les amis, regardez la petite infographie qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans et vous allez voir qu'il y a eu, que je regarde ma petite feuille, 110 confrontations entre les deux formations, 61 victoires du Bayern, 27 victoires pour l'Eintracht et 22 match nul dans cette confrontation, en tout cas de ce choc entre les deux équipes. En tout cas, c'est pratiquement un choc des extrêmes entre le leader et le 14e de Bundesliga. A priori, pas de surprise. Oui, pour moi, il y a la Dolce Vita en Italie, mais je ne sais pas comment on dit ça en allemand, mais... Moi, je connais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, en tant que parieur, c'est la valeur sûre à domicile. Sané, non, franchement, c'est intéressant à tous les postes. Et puis, gardien, attaque, voilà, c'est intéressant. Et puis, on a dit, changement d'entraîneur, et puis, ça prend aussi. Moi, je trouve qu'il a porté sa patte. Et donc à domicile, ça sera encore intéressant, un beau match à regarder quand même. Victoire nette de Bayern à domicile. Que dire sur ce rouleau compresseur qui s'appelle le Bayern de Munich? Moi, depuis que je suis petit, et pourtant ça fait très longtemps, le Bayern fait peur. Et c'est la seule équipe qui, jusqu'à aujourd'hui, depuis donc 60 ans quasiment, est restée une équipe qui fait peur. Et on peut changer d'entraîneur, on peut changer de joueur, on peut faire ce qu'on veut, c'est toujours l'équipe qui est toujours là, le rouleau compresseur, en permanence. Et c'est vrai que moi, ça m'impressionne parce que je dis chapeau bas. Et contrairement à toutes les équipes comme Barcelone, par exemple, ou d'autres, c'est la seule qui est vraiment qui a gardé ce cursus, quoi. Donc, pour moi, évidemment, il n'y a pas de photo. C'est Bayern, sans aucun problème. Guillaume, arrêtez de calculer l'âge de Patrice Basile. Je vous sens bien en train de calculer. Allez, par rapport à le mec qui est dans la moulinette, tu sais. Voilà. On va rester au XXIe siècle. Non, je voulais revenir sur le Bayern. C'est vrai que l'une des forces, c'est que les joueurs restent dans le club. Aujourd'hui, le président du Bayern, c'est qui? C'est Oliver Kahn. Et je pense que c'est un gros plus pour ce club-là. Bon, pour aller vite, en fait, le pari devrait porter sur le nombre de buts de Lewandowski, je pense, parce que c'est sûr que le Bayern va gagner sans hésitation. Donc, victoire. Je pensais qu'on n'allait même pas parler du match, tellement que c'était pour moi une formalité pour le Bayern. C'est, Même Choupo-Moting. même Choupo-Moting marque, donc on se dit que c'est victoire assurée du Bayern. Victoire assurée pour le Bayern. On poursuit. Allez, on descend maintenant. On va passer en Espagne, les amis, avec les 3 prochains matchs. Le premier d'entre eux, le match numéro 11, va opposer Grenade au FC Séville. 2 équipes qui se sont déjà rencontrées 34 fois. Regardez, également donc depuis 1966. Et le FC Séville a gagné à 16 reprises, 7 victoires pour Grenade et 11 matchs nuls entre les 2 équipes. Grenade, attention, qui réussit plutôt bien sur le terrain du FC Séville. Oui, mais on est sur le terrain de Grenade. Et moi, je me dis, cette année, c'est Séville, c'est 4 victoires et match nul pour une 3e place plutôt méritée. Bonne dynamique au niveau de l'équilibre de l'équipe et puis des attaquants. Je vois bien Séville confirmé à l'extérieur. Grenade qui réussit plutôt bien à l'équipe de Séville, hein, autant pour moi. D'autant que Grenade n'a pas gagné depuis 7 matchs. Grenade, aujourd'hui, c'est une équipe un peu moribonde. Quoi faire en face à des gens comme, je crois, Rakitic, Lamela, Immobilier. Bon, non, je crois que sur ce match-là, FC Séville va gagner parce que Granada, aujourd'hui, n'est plus l'équipe qui a gagné, enfin, qui est dans ces statistiques-là. Donc, c'est clair. Moi, c'est vrai que Séville, en Ligue des Champions, c'est pas trop ça, mais en championnat, ils assurent globalement. Et je pense que Grenade va se faire exploser à domicile. Donc, victoire de Séville. Pareil, ouais, la même tendance. On ne reconnaît pas le Grenade de l'année dernière. Je ne sais pas si le départ de Dimitri Foulquier a désossé le Satur, mais c'est vrai que c'est pas Enfin, Grenade, on a l'impression qu'ils sont à la ramasse complète. Donc, je les vois pas. Je les vois pas faire quelque chose contre le FC Séville qui pareil, le FC Séville n'ont pas du Bayern, alors c'est pas un rouleau compresseur, mais le FC Séville, c'est les saisons passent, et effectivement c'est toujours dans le top 3, 4, top 5, ouais, enfin voilà. Et pourtant, on se souvient pas forcément du nom des joueurs qui sont dans cette équipe-là, mais voilà, c'est toujours des résultats réguliers. L'autre équipe sévillane, le Betis de Séville, se déplace chez Villarreal.
Le Betis de Séville est une équipe également qui avait défrayé la chronique par le passé. Vous vous souvenez de ça, les amis? Avec un fameux transfert d'un Brésilien. Si, Denilson. 220 millions de francs à l'époque. Voilà, à l'époque, c'était incroyable. Transfert, ça a fait boum. Et bien voilà, le Betis qui se déplace chez Villarreal, ce sera seulement la 35e confrontation entre les deux équipes. Regardez ce que ça donne en termes de confrontation, justement, les victoires. Donc 12 pour le Betis, 13 pour le Sous-Marin Jaune et 9 matchs nuls. Ça aussi, c'est somme toute assez équilibré. Moi, je vois bien une victoire de Villarreal qui a montré de belles dispositions face à Manchester, même si la défaite était au bout du tunnel. Ou encore un match nul, mais je ne vois pas en tout cas le Betis l'emporter. Oui, Ronny, je pense que nos chevaux emprunteront les mêmes sentiers. Dans ce match-là, je serai sur cette bonne dynamique de Villarreal qui a pas démérité, même face au Real de Madrid il n'y a pas longtemps. Même en Coupe d'Europe, il y a du mieux. Enfin, c'est solide. Fekir est percute et il y a un autre attaquant dont Patrice va nous donner le nom tout à l'heure qui plante. Donc pour moi, c'est un match très ouvert. Mais il ne faut pas le match nul. Je vois soit une victoire à domicile de Villarreal ou quand même une banderie heureuse du Betis à l'extérieur. Oui, parce que le sous-marin jaune, comme on l'appelle, c'est vrai que des fois il monte, des fois il descend. C'est le principe du sous-marin en général. Donc c'est vrai que ce match-là va être un peu compliqué à pronostiquer parce que Betis-Séville vient de gagner cet après-midi contre je ne sais plus qui d'ailleurs, en Europa League. Et Villarreal, il reste Villarreal. Donc moi je dirais un nul sur ce match, plutôt. Oui, ils ont un peu contredit mon pronostic. Villarreal, la semaine dernière, le Real sortait d'un 6-0 contre Mallorca. On s'était dit ils vont rouler sur Villarreal. Non, 0-0. Ouais. Et je pense qu'ils vont garder la solidité défensive avec Unai Emery. Finalement, il arrive quand même à faire ça. Il ne prend pas tous les jours des remontadas. Donc je vais gagner à domicile. Victoire de Villarreal. Philippe? Moi, je suis assez surpris de voir le classement. En voyant le tableau, je me disais que c'était un peu mieux classé parce que je les sentais plus costauds. On a vu le match contre Villarreal. Je les avais vus en début de saison, c'était plutôt pas si mal que ça. Donc plutôt match nul, effectivement, avec un Betis où Fekir est en train de revenir en boulet de canon. Le Classiquito. Ouais, c'est ce que je vous propose, les amis, entre l'Espagnol, Barcelone et le Real Madrid. Match numéro 13. Les deux équipes qui se sont déjà affrontées à 116 reprises depuis 1961. Et c'est le Real qui mène 76 victoires à 19. Ça s'affiche sur votre écran. Les Madrilènes qui, d'ailleurs, restent sur 4 succès de rang. J'ai envie de dire, match donné déjà, victoire acquise pour le Real. Je ne sais pas trop, en fait, parce que ça fait quand même plusieurs matchs. Il faut réagir après le coup de shérif, quand même. J'y tiens quand même à chaque fois. Il y a 2-3 matchs en championnat, en tout cas, où le Real a dû s'employer à 10 minutes de la fin pour à la fois égaliser et pouvoir remporter. On sent chaque fois une petite correctionnelle. Et c'est vrai que je pense que dans ce match-là, tout va se décanter sur la capacité du Real, à mon sens, à marquer en premier. Si ils marquent en premier, ils vont dérouler. Voilà, mais si jamais l'Espagnol fait le dos rond et gagne minute après minute, on va dire un équilibre des forces, on va penser au shérif, on va penser à tous ces matchs un peu, parce qu'il y a un match nul la semaine dernière. Voilà, il y a des chances que l'Espagnol puisse faire un coup, mais allez, je l'ai dit, si jamais Vinicius fait le job dès le début du match, le Real pourrait gagner à l'extérieur. Oui, de toute façon, là, c'est très simple. C'est le Real qui a le ballon dans son camp, parce que c'est lui qui saura s'il doit perdre ou gagner ce match. Là, ils viennent de faire ce que j'appelle, moi, une faute professionnelle contre le shérif, parce que quand même, c'est pas normal que le Real perde contre cette équipe. Ça faisait déjà un moment qu'effectivement qu'ils étaient un peu poussifs, qu'ils avaient du mal à marquer. Bon, même malgré Benzema qui est toujours là pour mettre le pied où il faut, la tête où il faut. Donc je crois que sur ce match-là, ils vont véritablement se dire, bon, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que sinon c'est... Parce que normalement, Real de Madrid, en Espagne, c'est eux qui doivent être champions. Barcelone a disparu, Atlético reste un petit peu morose, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'ils mettent le pied sur le champignon. Donc pour moi, tout ce match dépend entièrement du Real de Madrid.
Je partage un peu votre avis. Je trouve qu'ils n'ont pas été tellement bien payés face au Sheriff, parce qu'on nous disait ils ont eu tiré que 3 fois, je crois qu'ils ont tiré 25 fois le Real. 32. 32, ouais. Bon, voilà, 32 donc à un moment donné, il y a aussi la chance, ça existe au foot quand même. Et je pense qu'il y a une certaine frustration. La réussite. Oui, pardon, pas la réussite. Je pense que la frustration est très grande à la fin du match. Ancelotti, il était vraiment énervé. Je pense que la séance d'entraînement, là, ça va être solide. Et je pense qu'ils vont revenir avec un très bon état d'esprit et qu'ils vont avoir la rage pour ce match-là pour l'emporter. Donc, victoire du Real. Oui, je pense aussi victoire du Real parce que effectivement le Sheriff, ils ont un maximum de réussite, ils leur font 10 fois le match, jamais de la vie. Le mec là, je sais plus comment il s'appelle, il met son gauche en pleine lunette. Vous êtes spécialiste aussi du football moldave. Moldave, d'accord, ok. La Moldavie, vous connaissez bien aussi. Oui, je peux vous raconter une histoire, je connais très bien la Moldavie. Et du coup, non, je vois pas le Real se prendre les pieds dans le tapis. Ils vont réagir parce que presque le titre leur est promis. Si l'Atlético, même si l'Atlético reste un petit peu dans les roues, le Real, je pense, va réagir. J'avais une petite histoire avec les Moldaves, mon cher Philippe. J'étais parti en séminaire en Turquie et j'avais rencontré un groupe d'enfants moldaves qui n'avaient jamais vu un noir. Donc je vous laisse imaginer la suite. Nous partons en Italie pour le match numéro 14, messieurs. Il s'agit de Fiorentina-Napoli. Ça, c'est un match assez compliqué également à pronostiquer, même si les Napolitains dominent pour l'instant le calcio. Mais bon, voilà, c'est un match. Regardez les confrontations entre les deux équipes, vous allez voir. 135 fois, elles se sont affrontées, ces formations. Regardez bien, messieurs, 47 partout. Et puis 41 matchs nuls, si ce n'est pas équilibré, je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'une seule chose, c'est que Naples a remporté les 2 dernières confrontations. Mais à Florence, les Napolitains en plus sont invaincus depuis 3 rencontres. Voilà, vous savez tout. Oui, c'est vrai, on a un match qui apparaît déséquilibré puisqu'on a quand même celui qui domine aujourd'hui le championnat devant Milan, Napoli. Très très bonne, très bonne en début de saison. Avec ce coup d'arrêt en Coupe d'Europe, bon, qui doit peut-être laisser quelques traces, quelques doutes, ou bien aussi l'occasion de se remettre en cause, de ne pas peut-être céder à la facilité. Et je pense que Napoli, à l'extérieur, aura peut-être l'envie, la rage de pouvoir remettre un petit peu les choses à l'endroit et confirmer ce bon début de saison. Et face à la Fiorentina, qui devra à domicile peut-être apporter quelques résistances. Je vois bien soit un match nul ou soit une victoire à l'extérieur du Napoli. C'est vrai que Naples, comme on dit dans l'automobile, est parti le pied au plancher sur ce championnat, et c'est pour ça qu'ils sont premiers d'ailleurs aujourd'hui, mais avec une équipe séduisante. C'est pas par hasard qu'ils sont premiers. Les Osimhen, les Insigne, tout ça ont montré leur talent. Alors, est-ce qu'ils sont pas un petit peu fatigués? Est-ce qu'ils sont pas un peu essoufflés? Parce qu'ils viennent de perdre 3-1 cet après-midi. Est-ce qu'ils sont capables de tenir ce rythme encore longtemps face à des Juventus, des Milan, etc., qui sont derrière? Moi, je crois que ce match va être compliqué pour eux parce que Fiorentina a envie de gagner chez eux et que voilà. Donc moi, je dirais plutôt un match nul et peut-être une victoire de Fiorentina. Moi, je pense que Napoli, c'est peut-être la seule équipe au monde qui préfère gagner un championnat d'Italie que 10 Ligues des Champions. Ils adorent, ils aimeraient trop gagner la Serie A. Ça fait des années qu'ils courent derrière. Et franchement, je pense que le match en Coupe d'Europe n'est pas forcément représentatif de leur vrai niveau. On a aussi Ben qui est en forme, Insigne qui a encore marqué, Koulibaly impassable. Et après, en face, tu as quand même Fiorentina, Dusan Vlahovic qui est un bon attaquant, qui est vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Match compliqué, mais victoire de Napoli, 1-0. Ouais, c'est vrai que c'est un match compliqué à pronostiquer parce que la Fio c'est 12 points mais 5e quand même à 6 points. Et moi je suis surpris du Napoli en fait, tout simplement parce que ils sont premiers. Alors certes en Italie c'est un peu moins relevé peut-être cette année, le fait que Cristiano soit parti avec la Juve, le Milan, c'est là aussi, mais... Qui ça ? Le départ de Lukaku aussi, ça change. Ouais, voilà, exactement, avec l'Inter. Donc on se dit que les cartes sont peut-être distribuées et que le Napoli a peut-être peut-être sa chance, c'est peut-être son année. Maintenant, difficile à pronostiquer, je dirais plutôt ou une victoire du Napoli ou une victoire de la Fiorentina. Allez, le dernier match de la grille, le match numéro 15 entre l'Atalanta de Bergame et le Milan AC. Vous allez voir
que c'est la 120e confrontation entre les deux équipes. Le Milan AC qui a, à mon avis, très envie de rester au contact des tout meilleurs. Donc attention, les Milanais n'ont pas d'autre choix, à mon avis, que de l'emporter. Mais, il y a toujours un mais. Moi, je pense que ce match-là est un match, si en tout cas, moi, je devais jouer, j'aurais mis sur toute la ligne le 1, le N et le 2, parce que c'est compliqué également. 54 victoires pour le Milan AC, 22 pour l'Atalanta et 43 matchs nuls. Donc c'est pas un match que l'Atalanta a souvent, une confrontation que l'Atalanta a souvent gagné, vous l'avez vu. Donc sur la petite infographie proposée, le pronostic, en tout cas l'analyse de Maître Pascal Bon. Je vais me faire l'écho de ce que vient de dire Philippe. C'est vrai qu'il y a un tassement dans ce championnat sur les valeurs intrinsèques des équipes. Je regardais avec beaucoup d'attention le match de l'Atalanta. J'avais pas encore bien pris le pouls de cette équipe cette année. Et c'est vrai que j'étais un peu perplexe. C'est plutôt un jeu de position, avec Maïnovski qui centre, qui distribue. Chaque fois, mais une fois qu'on l'a cadenassé, c'est un peu fade. On n'est pas surpris en compte par l'Atalanta. Bon, c'est très maladroit et pourtant, voilà. Et en face, on a un Milan qui, effectivement, joue les premiers rôles cette année. Mais je ne sais pas. Je ne vois pas un match étincelant, je ne vois pas un match déséquilibré. Je vois un match très cadenassé. Peut-être un match nul. Moi, je vois plutôt un match nul, même pas une victoire d'une équipe ou d'une autre. J'ai pris le risque de faire un match nul sous ce match-là. Je suis un peu de l'avis de Pascal. Hein. C'est un match qui va être compliqué aussi à pronostiquer, qui va être un peu cadenassé. Moi, l'Atalanta, je l'ai découvert quand ils ont joué contre Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Je ne les connaissais pas. Et depuis ça, je les suis. Et c'est vrai qu'ils sont une équipe sérieuse, une équipe solide, qui peut battre n'importe qui. C'est ça qui fait la particularité de cette équipe. Elle peut battre n'importe qui à n'importe quel moment. Donc ils vont jouer chez eux. L'AC Milan reste quand même une équipe solide. Donc comme j'aurais pu mettre mon triple, mais là parce que je l'ai déjà utilisé, donc je vais quand même mettre un N parce que pour moi ça va être un match qui ne peut que finir en nul, chacun ayant à peu près les forces égales, tout simplement. C'est vrai que c'est un match qui aurait pu mériter un triple. Malheureusement, il y a eu Lille-Marseille, donc le triple, je l'ai pris pour ce match-là. Après, les bookmakers donnent l'Atalanta légèrement favori. Moi, je vais aller un peu à l'encontre des bookmakers parce que je me dis que le poil d'histoire peut jouer. Je pense que Milan AC, ils n'ont pas gagné le championnat depuis un petit moment et là, ils sont pas trop loin de la tête. Les autres se sont un peu affaiblis. Je pense que ça peut leur donner un petit coup de boost pour transformer un nul en victoire. Donc, j'ai mis le NL2. Mais l'Atalanta, c'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt plaisante à jouer. À avoir joué, pas forcément des grandes stars dans cette équipe, mais là encore, ça a plutôt des résultats réguliers, ça tient la route. Donc attention pour Milan, parce que même si c'est en confiance, même si c'est plutôt là aussi sur une bonne dynamique, hein, ils font plutôt un bon début de saison. Je les vois pas forcément s'imposer, donc plutôt un match nul. Plutôt un match nul pour Philippe Briot. Messieurs, le temps que tout cela mouline de l'autre côté en régie, on va vous proposer la synthèse des pronostics dans quelques instants en fin d'émission. Nous allons donner la parole à la défense. Maître Pascal Bon, sur son arbre perché, va devoir défendre le client Barcelone, le FC Barcelone, accusé de faillite organisée. Oui, Ronnie, oui, madame, messieurs, les juges d'un jour, et même, je vais dire même le procureur, il y a peut-être à redire sur la qualification. Bien sûr, on peut retenir faillite, oui, faillite, parce que voilà, les mots, la dithyrambique est au rendez-vous, on a touché le fond, face au Bayern, on retouche, on croise le fond face au Benfica. Voilà, on est déçus. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters à travers le monde, au-delà on va dire des frontières espagnoles, qui n'aiment pas, qui ne supportent pas de voir le niveau actuel du club de Barcelone, donc qui fait partie de ces grands d'Europe qui, depuis quelque temps, se trouvent en difficulté. Et c'est en cela qu'il y a peut-être une erreur en disant organisée, je dirais plutôt collective. Collective dans le sens où à qui on peut attribuer cette faillite, on peut l'attribuer peut-être à l'époque avant Laporta, au niveau de la gouvernance de ce club.
on peut aussi l'attribuer à Koeman, puisque il est facile, il est de bon ton en cas de crise de pouvoir tout mettre sur le dos d'entraîneur en place. Et c'est le gars, Koeman, qui est un homme avec un tempérament, j'y reviendrai, qui peut-être permet de cristalliser tout autour de lui, puisqu'il c'est pas Klopp ou c'est pas Guardiola. Et là aussi, les joueurs. Et la situation financière, intrinsèquement. Donc c'est vrai que en termes de faillite, souvent sur le plan juridique, on parle de cessation de paiement, on parle du fait qu'on ne peut pas faire face à ces dépenses avec ses actifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs axes, je l'ai dit. Premièrement, on ne peut pas dire que ce soit organisé, on sait que ça fait un moment. Depuis la perte, la vente, la vente, je ne dis même pas, la cession gratuite de Messi. Voilà, on savait déjà que quand Laporta est arrivé au Barça, il était en grande difficulté financière. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est l'époque estivale où on était étonné qu'il ait justement pu confirmer Koeman. Parce qu'il fallait, au détour de tous les changements, même au niveau du renouvellement des joueurs, peut-être apporter dès la période estivale un changement d'entraîneur. Et on le voit bien, je l'ai dit, face à sa personnalité lors de la défaite face au Bayern et hier contre Benfica, on a eu du Koeman dans ce qu'il sait faire dans sa personnalité, c'est-à-dire relativement pragmatique, n'est pas forcément celui qui va pouvoir peut-être galvaniser, pendant en tout cas assurer l'intérim, je l'ai dit, on est en crise en faisant galvaniser les joueurs pour quelques matchs. Non, lui il est plutôt dans la gestion, je fais au mieux avec ce que j'ai, et voilà. Et je l'ai dit, il y a aussi les joueurs, faillite, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus Messi. On a un Piqué qui est... c'est pas ma faute. Moi, je pense que Koeman a eu raison. Il le fait rentrer, il le fait sortir parce qu'il n'est pas au niveau. Il est proche d'avoir le carton rouge. Et on a Ansu Fati qui revient, mais à part Ansu Fati, à l'avant, on a un Depay, on sait ce qu'il fait en sinusoïdal. Même quand il était à Lyon, il est capable du meilleur, mais le match après, en constance, c'est pas encore ça. Bref, Fred est blessé. On a aussi une faillite à ce niveau-là. Qui, pour moi, fait qu'on peut penser, comme pour le Paris Saint-Germain, qu'il va falloir passer par l'option qu'on parle en termes de juridique de redressement. Et redressement, ça veut dire qu'on va falloir décider d'un plan. Et sur le plan de la gouvernance, on peut faire confiance, je l'ai dit, à Laporta, qui, depuis qu'il est revenu, il a découvert l'ampleur du passif. Et donc, il fait au mieux. Et là encore, il essaie de faire un coup. Je crois qu'il essaie au mercato d'avoir Salah et de l'arracher Liverpool. Il va essayer de faire venir un grand. Mais c'est vrai qu'il est un peu... il est un peu bardé par la situation financière du club. Sur le plan de l'équipe et de l'entraîneur, là aussi, le plan va passer par le match contre l'Atlético ce week-end. Je pense que là, au niveau du plan, on saura si c'est une faillite définitive, en tout cas pour Koeman, si c'est une liquidation ou si c'est une période d'observation ou s'il arrive à gagner ce match parce qu'il est en sursis. Et c'est vrai que la dernière action, c'est de dire dans ce plan, quid de l'après Koeman. Si on décide de pouvoir faire partir Koeman, qui serait à même de pouvoir faire avec les joueurs qu'on a mieux que Koeman aujourd'hui. Alors, les statistiques, ou en tout cas les buts de couloir parlent de Xavi, de Roberto Martinez, mais aussi surtout de Pirlo. Donc ce serait peut-être le plan de Laporta pour pouvoir redonner un peu de gringa à ce club. Mais je l'ai dit, nous sommes pour l'instant pas encore au niveau de la faillite, plutôt dans l'esprit d'un redressement, si on parle de faillite. Et aussi avoir quid de ce que pourrait aussi apporter l'arrivée des joueurs qui sont blessés, mais aussi le fait que ce club-là, finalement, je l'ai dit, n'est pas si mal placé. Il est 6e avec 11 points. Bon, voilà, on sait qu'ils ont plus de culottés, on ne les attend pas à ce niveau-là. Mais à mon sens, il va falloir encore faire œuvre de patience et de pouvoir observer cette crise et voir ce que vont donner aussi les joueurs les jours prochains, peut-être au détour d'un changement d'entraîneur. Voilà les éléments pour cette crise qui nous désole tous, malheureusement. Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette plaidoirie ? J'étais plutôt moyennement convaincu, on va dire, par le fait d'un redressement. Moi, je ne vois pas vraiment de redressement, c'est-à-dire qu'effectivement, Koeman, il fait avec les moyens du bord, ça, on peut pas, c'est indéniable.
Demain, vous pouvez mettre Pirlo, vous pouvez mettre un autre, je pense un autre entraîneur. Oui, peut-être que sur le coup de la nouveauté, il va y avoir peut-être une petite réaction. Mais Koeman, il fait avec les moyens du bord et je ne pense pas qu'il y aurait d'autres qui pourraient faire mieux. Après, il y a des joueurs très moyens. Vous avez parlé de Braithwaite. Braithwaite pour l'institution FC Barcelone. Pour moi, il y a 2 ans, il jouait à Toulouse. Donc, quand on est capable, je ne sais pas si c'est un tour de passe-passe des agents, quand on est capable de recruter un club comme le FC Barcelone, un joueur de ce niveau-là, ça montre le piètre niveau dans lequel ce club est tombé. Après, il y a, je pense qu'effectivement, Laporta sur sa gestion, alors pas lui malheureusement, lui effectivement, c'est là où je suis convaincu, voilà, il en hérite. Maintenant, c'était avant, effectivement, tout miser sur un Messi, ça a été une erreur, ça ils l'ont su que maintenant. Mais c'est vrai que c'est un monument en danger et c'est triste de voir ça et ça fait pitié, quoi. C'est-à-dire que franchement, quand on voit Barcelone, quand on regarde les matchs de Barcelone, franchement, on a vraiment de la peine parce que Piqué, c'est une catastrophe. J'ai perdu le nom du joueur qui est devant lui là en sentinelle, Busquets, qui était exceptionnel et maintenant c'est plus que l'ombre de lui-même. Alors il y a effectivement peut-être l'histoire du redressement avec des Ansu Fati, c'est un peu la tête de gondole du pseudo-projet ou du redressement. Mais c'est peu, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on empilait les bons joueurs, les stars, les Iniesta, les Xavi, les Messi, les Neymar, et la liste, elle était longue. Bon, là, on prie pour que Dembélé revienne, quoi. Et donc, bon, voilà. On en est réduit à ça. Voilà. Donc, 50-50. Non, je rappelle que Laporta, c'est quand même le gars qui a remis quand même Barcelone au centre de l'Europe au début des années 2000. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Il hérite d'une situation, mais je pense quand même que par rapport à ce qu'il avait été, il fait quand même de son mieux. Après, Koeman, je vais pas tout lui excuser, parce que je pense que De Jong, c'est quand même lui qui le fait venir, le grand baraquet là, qui met des buts de la tête, mais ça convient pas du tout au juste Barça. Je pense qu'il faut repartir sur un sac vertueux avec un nouvel entraîneur type Xavi. Vous faites intégrer des joueurs de la Masia, et peut-être dans 2 ans, on peut avoir une équipe compétitive à la fois en Ligue 1 en Ligue des Champions, mais si vous faites pas ça, vous vous retrouvez avec peut-être des entraîneurs avec des noms clinquants, mais... il faut accepter une année ça. Il faut accepter une reconstruction avec des gens du cru. Mais pas avec des joueurs qui... Sans comparer avec le Bayern, la gestion est vraiment extraordinaire. Quand ils achètent, ils dépensent 1 euro, c'est 1 euro qui est bien dépensé. Là, pendant des années, on a eu des Coutinho, des Dembélé, des Griezmann, des gens qui sont peut-être des bons joueurs, mais qui ne sont pas faits pour le Barça et qui... Voilà, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Patrice ? Moi, je dirais un seul mot. Je dirais que le Barça a inventé le mot remontada. Et donc, je pense qu'ils remonteront, tout simplement. On l'espère, en tout cas pour l'institution que représente le FC Barcelone. Merci à vous, maître Pascal Bon, les amis. Voici la synthèse des pronostics pour cette grille numéro 66 du Parion Sport Loto Foot 15. Grille à valider avant dimanche 3 octobre à 8h55. Saint-Étienne-Lyon, on vous propose le 2. Lille-Marseille, le N et le 2, Monaco-Bordeaux, le 1, Lorient-Clermont, le N et le 2, Angers-Metz, le 1 et le N, Nantes-3, le 1, Liverpool-Manchester City, le 1, le N et le 2, aucun risque, Tottenham-Aston Villa, le 1, Crystal Palace, Leicester, on vous propose également le 1. Bayern de Munich, Eintracht de Francfort, le 1. Grenade, FC Séville, le 2. Villarreal, Betis, le 1 et le N. Espagnol, Real Madrid, le 2. Fiorentina, Naples, le 2. Et Atalanta de Bergame, Milan AC, le 1 et le N. Une grille qui vaut 96 € et qui peut vous rapporter, je le rappelle, 2 millions d'euros. Merci, maître Pascal Bon, d'être venu ce soir. Et puis, petit bonjour au club du dimanche et au GFC qui m'ont régalé hier soir. Merci à vous, Patrice Basile. Ce fut un plaisir.
Toujours pareil. Merci Guillaume Michaud. Ouais, bah, merci à tous et puis un petit coucou à ma maman qui a fêté son anniversaire. Joyeux anniversaire, maman de Guillaume Michaud. Merci Philippe Briot, vous reviendrez? On va essayer de revenir. Vous êtes difficile à convaincre, mais je sais qu'il est très difficile. Oui, parce que c'est une star. On va essayer de revenir. Il va essayer de revenir. Merci en tout cas à nos amis téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Excellente fin de soirée. Bien évidemment, donc en regardant les programmes d'Éclair TV, je suis persuadé que ce qui suit va forcément vous plaire. Bonne soirée à tous.